Je suis le docteur Alambic, pédiatre et président du groupement des pédiatres du Bas-Rhin jusqu'à présent. Nous allons vous parler aujourd'hui du pédiatre, un certain regard sur la pandémie à la Covid-19 chez les enfants et les jeunes. Voyons l'évolution sur plus d'un an, le retour d'informations que nous avons eu sur la santé des enfants en tant que pédiatre, l'importance de l'école avec deux directrices d'école que j'ai interviewées, le point sur les vaccins et les connaissances que nous avons actuellement sur la maladie, et nous conclurons. L'évolution sur plus d'un an. Plusieurs périodes se sont succédées à partir du 14 mars 2020, date du premier confinement. Nous avons modifié considérablement les règles de fonctionnement, d'organisation des soins dans les cabinets de consultation pédiatrique, avec le développement des téléconsultations et la diminution de beaucoup de consultations non urgentes, en particulier pour les vaccins non urgents. Ceci a induit chez l'ensemble des pédiatres une réflexion et la recherche d'une information scientifique fiable, qui a été difficile à obtenir dans les premiers temps, comme dans l'ensemble de la population d'ailleurs. Nous avons, à la suite de cela, émis des recommandations pour les médias régionaux, les dernières nouvelles d'Alsace et France 3 à plusieurs reprises, en insistant sur la reprise nécessaire de l'école. Nous avons créé également, avec une association strasbourgeoise Eurocos, universitaire, pluridisciplinaire, une enquête sur le ressenti des enfants. Et nous avons rencontré des directrices d'école. Quel est le retour d'information sur la santé des enfants? En premier lieu, il s'agit des conséquences de la situation sociale avec le type de famille observé, monoparentale, séparée, immigrée, française, le type de logement, appartement, balcon, le fait d'avoir une maison, un jardin, le type de catégorie socio-professionnelle. Et nous avons ainsi observé des violences intrafamiliales avec des passages à l'acte, des cris, le confinement provoquant une claustration par crainte des contacts sociaux, la contrainte dans les déplacements, une crainte de la contamination virale à tout moment, surtout dans les premiers mois, et en définitive une compression du temps et de l'espace qui est confiné. Nous avons observé sur le plan médical un surpoids chez beaucoup d'adolescents, mais également d'autres troubles des conduites alimentaires et une augmentation massive de l'anorexie mentale chez des jeunes adolescentes. Par contre, les maladies infectieuses ont été moins fréquentes en raison des gestes barrières qui ont été institués précocement. On a observé de l'énurésie, des troubles anxio-dépressifs, masqués souvent par des comportements d'opposition, de colère, d'agitation, d'agressivité. Pour les enfants qui avaient déjà des troubles autistiques en particulier, certains ont bien aimé le confinement en restant dans leur famille, en n'étant pas obligés d'aller dans des centres. Et pour beaucoup d'autres, au contraire, on a observé une aggravation de ces traits autistiques. Pour de nombreux bébés à risque de traits autistiques, mais qu'on ne savait pas à risque, on observait une régression des acquis par manque de stimulation et par augmentation considérable de la consommation des écrans. Les troubles psychologiques sont ainsi apparus, des facteurs influençant les capacités d'adaptation des enfants avec les facteurs modérateurs habituels que sont la vie de relation, la vie de la famille élargie, l'école, la possibilité d'aller à l'extérieur. Ces facteurs ont régressé et ont provoqué une augmentation du stress. Par ailleurs, les enfants ont vécu par procuration toutes les angoisses parentales considérablement aggravées par les médias et ils n'ont pas pu s'exprimer par leur mouvement à l'extérieur. On a observé des passages à l'acte des parents, et ainsi que dans les couples. Les enfants en ont été soit victimes, soit témoins, provoquant mutisme, mais d'autres troubles également associés. Enfin, l'addiction aux écrans a été très importante avec l'augmentation du temps passé devant les jeux vidéo et sur les réseaux sociaux, ceci étant expliqué par le fait que les enfants ne pouvaient rien faire d'autre et que les parents cherchaient à occuper leurs enfants, d'où une vigilance diminuée. Le sommeil a été perturbé. En effet, nous n'avons pas pu avoir les mêmes routines qu'habituellement. La pandémie a provoqué un grand stress. Le manque d'activité physique également intervient sur la perturbation du cycle veille-sommeil. Et on a observé des troubles de l'attention, du comportement et des émotions. La maladie Covid, c'est une maladie d'adulte, grave chez les sujets âgés ou avec comorbidité, mais également parfois chez les sujets plus jeunes. Les enfants ont été sur le plan maladie relativement épargnés et longtemps ont été considérés comme moins contagieux que les adultes. Comment se propage le virus?
Il se propage à partir des cellules nasopharyngées au début de l'infection, qui est le site de réplication primaire du virus, et globalement, les défenses immunitaires le stoppent là. La plupart des malades infectés n'ont en effet que des symptômes ORL au départ. Les formes graves qu'on a observées surtout chez les adultes diffusent à partir des poumons, du sang et d'autres organes, et il existe également parfois une réaction immunitaire inappropriée. Chez les enfants est apparu un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, qualifié à tort de Kawasaki-like, 2 à 4 semaines après l'infection avec une atteinte cardiaque sévère, mais quasiment constamment, les enfants ont guéri en quelques jours, sans séquelles. Et une étude du CHU de Strasbourg récemment faite avec le docteur Bordel, docteur Bonnemain, a montré ce type de résultat. Pourquoi les enfants sont-ils moins touchés par le Covid-19 ? Il semblerait que les récepteurs au coronavirus sont moins exprimés chez eux dans le nez, qu'ils ont une immunité active acquise par des infections virales et bactériennes successives et une immunité croisée avec d'autres coronavirus habituels dans l'enfance. Enfin, les maladies infectieuses respiratoires, on le sait, sont plus graves chez les adultes. Chez l'enfant, l'atteinte clinique a été non spécifique avec des rhinopharyngites, un peu de diarrhée, des maux de tête, une éruption de la peau. Et avant 10 ans, on a rarement observé le même type d'affection que chez l'adulte. Ce qu'on peut en tirer dans la première année, les enfants ont été moins symptomatiques, sont moins infectés, les PCR ont très souvent été négatives et les enfants, jusqu'à l'apparition du variant Delta, ont été moins contagieux pour les autres. Les enfants étaient contaminés par un adulte, mais on savait le risque de contamination par les mains et les objets. Nous avons travaillé avec les services de Colmar, de Strasbourg et Haguenau, où les docteurs Chognot, Chomakov et Heyer nous ont aidés en nous donnant des informations sur ce qui s'est passé aux urgences pédiatriques durant les mois de avril, mai et juin 2020. Peu de formes graves, aucun décès, et également en pédiatrie libérale, pas de cluster en crèche ou en école, où ont été scolarisés les enfants des personnels soignants lors du premier confinement. Il existe des différences en fonction de l'âge et on a pu distinguer les 0,6 ans, les 6-10 ans, et puis surtout après l'âge de 11-12 ans, où on a observé des formes qui ressemblaient plus à celles de l'adulte. La prise en charge thérapeutique des enfants a été modifiée chez les médecins, et ce que nous avons observé, c'est surtout, comme je l'ai dit, des troubles psychologiques et psychiatriques, bien plus que des maladies organiques classiques. Beaucoup de consultations se sont faites en téléconsultation et des brochures ont été développées autour de l'enfant pour les troubles devenus fréquents, en particulier par le service de pédopsychiatrie du docteur Carmen Schröder, pour l'éthique, le refus de l'école et le sommeil. Voyons maintenant l'importance de l'école, qui a été un point majeur de notre action. La reprise des activités scolaires nous a semblé nécessaire très rapidement et nous sommes le pays d'Europe qui a le plus rapidement amélioré l'activité scolaire des enfants. En effet, nous avons observé des problèmes relationnels liés au confinement, les difficultés accentuées dans les milieux socio-économiques moins favorisés, l'accès aux outils informatiques n'étant pas égal, et les parents étant bien entendu moins disponibles et moins compétents pour assurer l'école à la maison. Le risque de propagation du virus était le fait des adultes essentiellement, et nous avons proposé une distanciation moins rigoureuse des enfants, à condition de renforcer l'hygiène des mains et des surfaces et de ne pas faire porter de masque chez les enfants de moins de 6 ans. Par contre, pour les enfants plus grands et les collégiens, nous avons insisté sur les mêmes gestes barrières que les adultes. L'avantage pour les enfants d'être à l'école, c'est d'apprendre ensemble, et nous savons que les enfants se sont vite adaptés aux nouvelles conditions. Nous avons essayé de rassurer les enseignants. Ce ne sont pas les enfants qui contaminent le plus, ce sont les adultes, d'où l'importance de la distanciation physique, non seulement du personnel scolaire, mais du personnel périscolaire et des parents à l'entrée des écoles. Que s'est-il passé à l'école? Nous avons donc rencontré 2 directrices à Strasbourg en réfléchissant au fait que la scolarité implique 3 domaines de fonctionnement de l'enfant et qui sont tous les 3 impactés par la Covid-19, le domaine affectif, le domaine cognitif et le domaine relationnel. Car l'école, c'est, nous l'avons dit, apprendre et vivre ensemble. Avec une particularité de l'école française par rapport à beaucoup d'écoles, dont les écoles du nord de l'Europe, la place de l'individu, la compétition et l'importance des savoirs, qui ont été mises à mal. Le confinement, en effet, fait exploser l'unité de temps, de lieu et d'action de la classe. Il a obligé à expérimenter,
Il a développé l'autonomie des élèves et obligé à diversifier les approches pédagogiques. Deux écueils: le masque efface les informations transmises par le visage avec les éléments émotionnels et empathiques, ou encore les encouragements que peuvent apporter les enseignants. Et les inégalités liées au numérique se sont vues renforcées dans les catégories socioprofessionnelles défavorisées. Voyons d'abord le témoignage de Madame Havé de l'école Sainte-Aurélie, école publique de Strasbourg, dans un quartier populaire avec une population mixte. Elle a observé des progrès des enfants grâce à l'investissement massif des parents et, comme elle le dit, on a sollicité les parents à devenir acteurs. Madame Havé a créé avec l'ensemble des enseignants une adresse mail par classe, des contacts téléphoniques, WhatsApp tous les jours, et elle a observé que 100% des enfants et des enseignants se sont investis. On n'était pas prêt, mais on s'est vite adapté. On a diversifié le mode de travail, d'apprentissage qui a été malheureusement trop répétitif. Comment faire groupe a-t-elle proposé? Un livre de recettes de cuisine avec des photos, des partages. Durant les récréations qui se sont organisées après le confinement, lors de la reprise des cours en mai-juin 2020, on a organisé des groupes de danse en particulier. Ce sur quoi insiste la directrice, c'est que les enfants ont réalisé l'importance de l'école, le plaisir d'apprendre. Ils ont appris à travailler sur tablette et des mères ont même appris le français en recopiant pour eux. En définitive, elle aimerait revenir à une forme de normalité et elle estime que les enfants ont été mis de côté dans ces premiers mois par la société, coupés du monde, ce qui a été catastrophique en termes de normes sociales et d'organisation. Voyons maintenant le témoignage de Mme Sanchez de l'école Lucie Berger, école privée à Strasbourg, avec une population bien différente. Elle insiste sur la nécessité de réinventer le métier, celui d'enseignant à distance, avec des modalités de travail et d'objectifs transformés, après avoir dépassé le choc et la peur des enseignants. Elle s'est assurée également du retour du lien avec tous les élèves grâce à l'outil numérique qui avait déjà été mis en place dans l'établissement en amont et donc immédiatement disponible. Sur le plan des apprentissages, Madame Sanchez a observé avec intérêt la possibilité pour les écoles d'organiser le travail, de mettre de côté le programme et le contenu, et d'insister sur l'école, lieu de vie, de socialisation, ainsi qu'avec un retour positif des parents sur la prise en compte de l'enfant dans sa globalité, malgré la pause réalisée dans le programme. Les enseignants ont été bien investis, et ce qu'elle dit, c'est: qu'est-ce qu'on pourrait conserver de cette période? Question posée avec les parents délégués et les enseignants. Ce ne sera plus jamais comme avant et on doit tirer des informations de ce qu'on a vécu. Plus tard, en octobre 2020, j'ai recontacté les enseignantes qui m'ont dit avoir plaisir à se retrouver à l'école avec l'ensemble des enseignants et des enfants. On a observé à nouveau la concentration, la nécessité de l'attention des enfants, les habitudes de travail ont été reprises, mais toutes deux ont observé une fragilité des petites sections, la difficulté de vivre ensemble, les récréations agitées, agressives, une brusquerie, la situation pesant sur le moral des enfants et des enseignants et qui est des risques, et la question du masque dans les relations entre les adultes et les enfants est revenue constamment. Et actuellement, en 2021, en septembre, à la rentrée scolaire, la situation s'est tendue dans les écoles. On observe, avec l'apparition du variant Delta depuis plusieurs mois, une augmentation de la contagion des enfants. Des enseignants sont malades, des enfants sont malades et certaines classes sont déjà fermées. Espérons que la situation ne va pas s'aggraver grâce à la vaccination de masse de la population. Voyons le point sur les vaccins et les connaissances sur la maladie. Vous voyez sur ce graphique l'histoire de l'infection à la Covid. Les symptômes apparaissent au bout de 7 jours, les symptômes graves, surtout chez les adultes, au bout de 2 à 4 semaines. La contagiosité apparaît dès le 4e jour et les PCR sont positives à partir du 4e au 5e jour, mais peuvent être négatives à partir du 15e jour. Par contre, les sérologies sont positives à partir du 15e jour. L'incidence des enfants sur ce tableau montre bien l'importance de la première période d'avril, mai, juin 2020, d'avril 2021, et on pourrait le continuer avec une nouvelle période de contagion en septembre 2021. L'efficacité des vaccins, on observait grâce aux vaccins aux États-Unis une réduction d'infection de 90% chez les soignants et actuellement en France, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, 85% des malades sont non vaccinés. Les vaccins Pfizer utilisés chez les adolescents sont efficaces avec une bonne tolérance et actuellement on peut utiliser également le vaccin Moderna.
En conclusion, après 18 mois, on a eu l'impression d'entrevoir la sortie de la pandémie, mais l'apparition du variant Delta a bouleversé cet espoir et les enfants se sont révélés plus contagieux, infectés également, mais de façon peu grave. Les gestes barrières sont donc indispensables. Il faut vacciner les jeunes de 12 à 18 ans. Ils sont 17% de la population concernée. Le vaccin est bien toléré et très efficace, mais avant tout, accentuer la vaccination des adultes, de leurs parents et des personnes plus âgées, qui sont bien plus à risque d'avoir des formes graves. Pour les adolescents et les enfants, le fait d'être vacciné, c'est retrouver une vie normale, sans fermeture de classe, avec des rencontres et des fêtes possibles, la possibilité d'accéder au sport, en particulier au sport collectif, de ne pas avoir de maladies graves type PIMS, et le bénéfice collectif, c'est diminuer la circulation du virus et donc de ses variants dans toute la population. Merci.